Bonjour, bienvenue à cette conférence web de la filière FIU2R. Je m'appelle Alfred Marr, je suis médecin interniste à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Donc, cette conférence a comme sujet le traitement de l'artérite à cellules géantes, maladie de Horton. Voici mes conflits d'intérêts. Pour cette conférence, je peux m'appuyer sur plusieurs documents de recommandations qui ont été publiés récemment. Il y a notamment 2 recommandations françaises. Une faite par le groupe d'études français des vascularites des gros vaisseaux, le GEFA, publié en 2016, et un PNDS qui a été publié en 2017. Et de manière toute récente, il y a les recommandations actualisées de l'EULAR qui vont paraître très prochainement. Dans l'ensemble, ces recommandations vont dans le même sens. Il y a quelques nuances entre les différents documents. Et puis, ce que je vais vous dire ici est dans l'ensemble une synthèse de ce qui se dit dans ces recommandations. Il y a différentes classes thérapeutiques qui sont utilisées dans l'artérite à cellules géantes. Cette conférence, elle va être divisée en 3 parties. Une partie dédiée à la corticothérapie, une partie dédiée au traitement adjuvant de la corticothérapie, une troisième et dernière partie sur les autres traitements spécifiques, éventuellement à prescrire pour un traitement d'une artérite à cellules géantes. Pour la première partie qui traite de la corticothérapie, les principes généraux sont que la corticothérapie est absolument incontournable dans le traitement d'une artérite à cellules géantes. Il s'agit du traitement de première intention. Une récente étude des pratiques médicales auprès de médecins internistes et rhumatologues français, qui a inclus 306 patients, montre que la prescription d'une corticothérapie constante pour une artérite à cellules géantes nouvellement diagnostiquée. Et pour 97% des patients, il s'agit même d'une monothérapie, donc en l'absence de traitement adjuvant. De manière presque un peu paradoxale, on a assez peu de données d'études qui peuvent nous guider dans les choix de la corticothérapie, qu'il s'agisse de la molécule à prescrire, la prédnisone ou une autre formulation de corticoïde, la dose initiale, est-ce qu'elle est adaptée au poids ou une dose fixe. En France, on prescrit préférentiellement la prédnisone et puis on calcule la dose initialement prescrite en fonction du poids. Il n'est également pas clair quelle durée de traitement il faut prescrire et les indications des bolus intraveineux. Donc, beaucoup de recommandations en matière de corticothérapie reposent sur l'expérience de médecins qui s'intéressent à cette pathologie. Ce tableau est extrait du PNDS qui a été publié en 2017, qui résume la posologie de prédnisone à prescrire pour une artérite à cellules géantes. Pour une forme non compliquée, le consensus est de prescrire de la prédnisone à la posologie de 0,7 mg par kg par jour. Lorsqu'il y a une atteinte ophtalmologique, la posologie de prédnisone recommandée est 1 mg par kg par jour, en sachant qu'on peut éventuellement précéder la prescription d'une corticothérapie orale par des bolus de méthylprédnisolone, et j'y reviendrai juste après. Donc, une particularité des recommandations françaises est que nous avons pris le parti de proposer une corticothérapie par prédnisone 1 mg par kg par jour, également pour les atteintes de l'aorte ou des branches de l'aorte compliquées, soit parce qu'elle est symptomatique ou alors parce qu'il y a déjà une dilatation, voire un anévrisme sur l'imagerie, ce qui impose évidemment le fait qu'une imagerie de l'aorte et des branches ait été faite au moment du diagnostic. Donc, la posologie de prédnisone proposée en France est de 0,7 mg par kg par jour pour les formes non compliquées et 1 mg par kg par jour pour les formes compliquées. Les indications des bolus intraveineux, donc, ils ne sont pas recommandés de manière systématique. Ce que l'on retient, même en l'absence de données qui permettent de le prouver, c'est de prescrire 1 à 3 bolus de méthylprédnisolone à la posologie de 500 à 1000 mg par jour pour les formes avec atteinte ophtalmologique, en sachant qu'il ne faut absolument pas retarder la prescription ou l'initiation d'une corticothérapie. Donc, il est bien ou il est recommandé de faire des bolus de méthylprédnisolone à condition que cela ne retarde pas l'initiation du traitement corticoïde d'une manière générale. Pour la décroissance et la durée du traitement, là aussi on manque de données solides.
Dans les recommandations françaises, ici sur la gauche, vous voyez un schéma de décroissance de la corticothérapie, l'objectif étant d'arriver à 10 mg par jour au 6e mois de traitement et à 5 mg par jour au 12e mois de traitement. Le sevrage est recommandé entre 12 et 18, voire entre 18 et 24 mois, selon qu'il s'agit des recommandations du GEFA ou des recommandations du PNDS. Sur la droite, vous voyez les toutes récentes recommandations de Leulard 2018, avec un schéma de décroissance qui est assez similaire. Et ici, un sevrage qui est généralement recommandé ou obtenu en 2 ans, voire plus. Pour les points clés sur la corticothérapie, donc la clé est sûrement que le traitement doit être initié de manière immédiate s'il y a une suspicion d'une forme ophtalmologique d'artérite à cellules géantes. Par bolus intraveineux, si cela ne diffère pas, l'initiation du traitement corticoïde d'une manière générale. Une posologie initiale de 0,7 mg par kg par jour pour les formes non compliquées et 1 mg par kg par jour pour les formes ophtalmologiques et éventuellement aussi, selon les recommandations françaises, en cas d'atteinte des gros vaisseaux symptomatiques ou compliqués avec des anomalies structurales de l'aorte. La durée de traitement recommandée se situe entre 12 et 24 mois, cela évidemment en l'absence de rechute de la maladie. Ceci m'amène à la deuxième partie de cette conférence. Cette deuxième partie est sur les traitements adjuvants à la corticothérapie, toujours dans le traitement d'une artérite à cellules géantes. Donc, l'objectif d'un traitement adjuvant est d'obtenir une épargne cortisonique en réduisant le risque de rechute de l'artérite à cellules géantes traitée par corticoïdes seuls. En général, comme vous allez le voir, il s'agit d'un traitement de deuxième ligne, mais éventuellement aussi d'un traitement de première ligne pour quelques patients sélectionnés. Ici, nous disposons de quelques études, y compris des essais cliniques randomisés, qui sont listés ici sur la gauche de la diapositive. Donc, lorsqu'on regarde les 2 médicaments pour lesquels on a des données les plus solides, donc il s'agit du méthotrexate et du tocilizumab, avec des études qui sont à la fois positives et puis plusieurs études qui ont été menées. Sur la droite figurent d'autres médicaments pour lesquels il n'y a pas de données à partir d'essais thérapeutiques contrôlés. Pour le méthotrexate, il a fallu d'une méta-analyse de 3 essais thérapeutiques contre placebo qui ne permettaient pas de conclure individuellement. Cette méta-analyse a été portée sur 161 patients. Donc, cette méta-analyse montre que la prescription de méthotrexate permet de réduire le risque de rechute d'une artérite à cellules géantes. Sur la courbe en haut à gauche et sur la courbe en haut à droite, cela est encore plus efficace si on regarde en fait, la survenue d'une deuxième rechute sous traitement. Les données plus solides viennent de 2 autres essais thérapeutiques publiés plus récemment sur le tocilizumab. Donc, il y avait un premier essai relativement petit avec 30 patients, donc 20 patients randomisés pour recevoir un traitement par tocilizumab, 10 patients randomisés pour recevoir un traitement par placebo. Donc, toujours en association à une corticothérapie avec un schéma de décroissance assez rapide, comme cela est souvent fait dans des essais thérapeutiques randomisés, évaluant les traitements adjuvants dans l'artérite à cellules géantes. Donc ici, il y avait un sevrage de la corticothérapie qui est survenu au bout de 6 mois de traitement. Et cet essai a démontré que le tocilizumab réduisait de manière significative le risque de rechute, donc avec un suivi à 1 an et un traitement par tocilizumab qui a été maintenu pendant 1 an. Et le second essai qui est plus grand, avec 251 patients, l'étude de GIACTA, publiée il y a 2 ans. Il y avait 4 groupes de traitement. Donc, il y avait 2 bras de traitement avec le tocilizumab et 2 bras de traitement avec le placebo. Et évidemment, dans tous les bras de traitement, également une corticothérapie. Les 2 bras de traitement sur lesquels je voudrais me focaliser sont ici en vert, un bras tocilizumab donné pendant 1 an par voie sous-cutanée par injection hebdomadaire, et un bras en bleu d'un placebo de tocilizumab associé à une corticothérapie maintenue pendant 52 semaines, donc ce que l'on pourrait considérer étant un bras de traitement référence en matière de corticothérapie. Donc les résultats, là aussi on va se focaliser donc, sur la colonne verte et la colonne bleue. La colonne verte étant donc le traitement par tocilizumab maintenu pendant 12 mois avec injection hebdomadaire. Donc le critère de jugement principal, qui était la rémission prolongée,
à 1 an ont été significativement plus souvent atteints avec le traitement par tocilizumab que par le traitement placebo, et cela malgré une corticothérapie qui avait été maintenue pendant 52 semaines. Nous venons d'obtenir les données à 3 ans de l'étude GIACTA qui ont été montrées le mois passé en congrès. Donc il faut bien retenir que la date randomisée tocilizumab versus placebo, c'était pendant 1 an, et que la 2e et 3e année dans le cadre de cet essai était une période observationnelle, avec des traitements qui ont été donnés en fonction du choix des investigateurs. Donc ici, les courbes de survie sans rechute pour les 4 bras de traitement. Je vous remontre les 2 bras de traitement essentiels qui sont le bras tocilizumab donné pendant 1 an et une corticothérapie maintenue pendant 1 an. Donc on est dans une situation d'un verre à moitié plein et à moitié vide. Si on le prend à moitié vide, on se rend compte que la survie sans rechute dans les 4 bras de traitement est finalement assez similaire au terme des 3 ans. Si on prend le verre à moitié plein, c'est qu'on se rend compte que la dose de prédnisone cumulée qui était administrée à ces patients-là était 2 fois plus élevée dans le bras placebo que dans le bras tocilizumab. Donc cela confirme que le tocilizumab est un bon traitement d'épargne cortisonique. Les comparaisons entre méthotrexate et tocilizumab sont compliquées parce qu'il n'y a pas vraiment d'essai thérapeutique qui a directement opposé ces 2 médicaments. Pour le méthotrexate, d'après la méta-analyse, les patients qui n'ont pas rechuté à 48 semaines, c'est de l'ordre de 37% avec le méthotrexate. Pour le tocilizumab, c'est plutôt 77% à 52 semaines. L'épargne cortisonique avec le méthotrexate est de l'ordre de 800 mg à 1 an, avec quasiment 1500 mg pour le tocilizumab. Les limites pour le méthotrexate, c'est que les études sont un peu discordantes, que l'effet du méthotrexate est considéré comme étant plutôt modeste et qu'on n'a pas pu mettre en évidence que le méthotrexate réduisait les événements indésirables qu'on pourrait attribuer à la corticothérapie. Les limites du tocilizumab, qu'il s'agit d'un médicament qui a un coût plus élevé, il a un effet sur la CRP qui est attendu mais qui rend le suivi des patients un peu plus compliqué. Et là aussi, on n'a pas démontré à l'heure actuelle que la prescription de tocilizumab permettait de réduire les événements indésirables de la corticothérapie. Donc la question se pose ainsi, quelles sont les indications d'un traitement adjuvant chez un patient qui a une artérite à cellules géantes? Donc, si on commence par les recommandations françaises, il y a 2 cas de figure. Donc, il s'agit clairement d'un traitement de 2e intention pour les patients qui ont rechuté plusieurs fois, au moins 2 fois, et ou qui ont une corticodépendance à 10 à 15 mg par jour de prédnisone, voire au moins à 7,5 mg par jour par prédnisone. Donc ces limites varient un peu en fonction des recommandations, et ou qui tolèrent mal la corticothérapie, avec des complications de la corticothérapie. Lorsqu'on a des patients qui se trouvent dans ce cas de figure, on peut décider de la prescription d'un traitement adjuvant à la corticothérapie. Et puis on reconnaît qu'il y a certains patients pour lesquels un traitement adjuvant peut être donné dès la première intention. Donc c'est probablement des situations qui ne sont pas extrêmement fréquentes, mais de patients pour lesquels on pense que l'épargne cortisonique constitue un enjeu majeur. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut traiter une artérite à cellules géantes sans corticoïdes, mais la prescription d'emblée d'un traitement adjuvant a comme objectif de pouvoir plus vite décroître la corticothérapie, en espérant ainsi d'avoir moins de complications de corticothérapie chez des patients qui sont déjà fragilisés à cause d'un diabète, une hypertension artérielle mal contrôlée, un antécédent psychiatrique sous corticothérapie ou une ostéoporose sévère ou fracturaire. Pour le choix du traitement adjuvant, donc, le PNDS de 2017, qui n'est peut-être plus complètement à jour avec les données récentes qu'on vient d'obtenir de l'étude GIACTA, en tout cas en 2017, on avait laissé ouvert le choix du méthotrexate ou du tocilizumab lorsqu'on décide de démarrer un traitement adjuvant, et en expliquant que le choix devait se faire au cas par cas. Lorsqu'on regarde les recommandations de l'EULAR qui vont maintenant être publiées, donc j'ai laissé le texte en anglais tel qu'il sera publié dans ces recommandations. Donc, les recommandations EULAR sont d'accord aussi avec ce principe
il faut donner un traitement adjuvant chez des patients qui ont une maladie réfractaire ou marquée par des rechutes, ou alors lorsqu'il s'agit d'un patient qui est à risque augmenté de mal tolérer la corticothérapie. Là où c'est un peu différent du PNDS de 2017, c'est que l'EULAR propose le tocilizumab un peu en première intention, considérant que le méthotrexate est éventuellement une alternative au tocilizumab. Que retenir donc de cette partie sur les traitements adjuvants à la corticothérapie pour soigner une artérite à ciel géante? Les indications de traitement adjuvant sont sûrement les patients qui ont fait des rechutes multiples et ou qui ont une corticodépendance. On peut envisager de traitement d'emblée par un traitement adjuvant lorsque l'épargne cortisonique est un enjeu majeur en raison des antécédents du patient. Le choix entre le tocilizumab ou le méthotrexate doit être décidé au cas par cas, en sachant qu'il y a une préférence pour considérer que le tocilizumab est plus efficace qui est en train de se dégager. La durée de traitement adjuvant est mal définie. Si on se base sur les études qui ont été menées, ce serait 12 mois pour le tocilizumab et 24 mois pour le méthotrexate, mais il n'y a pas réellement de consensus à ce sujet. Ceci m'amène à la troisième et dernière partie de cette conférence web sur les autres traitements spécifiques en dehors de la corticothérapie et les traitements adjuvants par méthotrexate ou tocilizumab déjà traités, et aussi sur les perspectives qui nous attendent. Donc cette partie-là va donc essentiellement traiter des médicaments associés à la corticothérapie et éventuellement d'autres traitements adjuvants que l'on pourrait utiliser autres que le méthotrexate ou le tocilizumab. Il y a notamment une étude très récente sur l'utilisation de l'abatacept dans un essai thérapeutique randomisé, publié il y a 2 ans. C'est une petite étude avec 49 patients qui montre que la prescription d'abatacept permettait de réduire le risque de rechute des patients atteints d'une artérite à ciel géante par rapport à un groupe placebo, avec un effet qui paraît toutefois pas extrêmement important. Les autres traitements spécifiques, donc l'aspirine a été pendant très longtemps à dose anti-agrégante recommandée chez des patients atteints d'artérite à ciel géante. Alors dans toutes les recommandations récentes, ce n'est plus le cas. Donc l'aspirine à dose anti-agrégante n'est plus recommandée à titre systématique. Aujourd'hui, il est plutôt dit qu'il faut le prescrire selon les indications vasculaires habituelles, mais en ne considérant pas que l'artérite à ciel géante est en elle-même une indication à un traitement anti-agrégant. Dans les recommandations françaises, on a toutefois préféré recommander ou au moins considérer la prescription d'aspirine pour les personnes qui ont une atteinte ophtalmologique, en disant que chez ces patients-là, l'éventuel bénéfice de l'aspirine en termes de prévention d'un nouvel épisode ischémique était très importante chez quelqu'un qui a déjà eu une atteinte ophtalmologique. Pour les autres traitements, pour faire simple, il n'y a aucun autre traitement spécifique vraiment recommandé. Ça c'est vrai pour les anticoagulants, les statines, éventuellement les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui ont été recommandés vaguement par des études par le passé. Donc il n'y a pas d'indication à prescrire ces médicaments de principe. Il y a des indications absolument exceptionnelles pour des traitements endovasculaires ou des traitements chirurgicaux dans le cadre d'une artérite à ciel géante. Et évidemment, il est important d'appliquer les bonnes pratiques de prescription d'une corticothérapie en matière de prophylaxie d'une ostéoporose cortisonique et des vaccins chez des personnes qui seront immunodéprimées par une corticothérapie et éventuellement la prescription d'un traitement adjuvant. Qu'est-ce que l'avenir va nous apporter ? On considère que l'artérite à ciel géante est un spectre de différents phénotypes qui vont d'un côté par des patients qui ont essentiellement une présentation céphalique. De l'autre côté, on peut avoir des patients qui ont une atteinte juste des gros vaisseaux, de l'aorte et des branches de l'aorte. Beaucoup de patients ont d'ailleurs les deux phénotypes mélangés. En terminologie anglaise, en fait, on va appeler les uns des artérites à ciel géante céphaliques, cranial, et les autres des atteintes des artérites à ciel géante, en fait, avec atteinte des gros vaisseaux, des large vessel GCA. On ne le sait pas encore. On a éventuellement un peu l'impression que les formes avec atteinte des gros vaisseaux est à plus haut risque de rechute, mais il est beaucoup trop tôt pour faire des recommandations de pratiques thérapeutiques particulières en fonction du phénotype.
Donc le traitement adapté au phénotype pour l'instant est de l'ordre d'une perspective. Le traitement adapté au risque de rechute, on connaît très mal les facteurs prédictifs de rechute, en tout cas les études sont assez discordantes. Il va probablement y avoir encore d'autres molécules thérapeutiques qui vont être évaluées dans l'arthrite à cellules géantes, voire de nouvelles associations thérapeutiques, mais là encore, il est beaucoup trop tôt pour en parler de manière formelle. Quels sont les points clés? L'aspirine n'est plus recommandée aujourd'hui. À prescrire selon le risque vasculaire, évalué en fait, selon les recommandations habituelles en matière de risque cardiovasculaire, et éventuellement à discuter malgré tout chez des patients qui ont une atteinte ophtalmologique. Et puis il faut évidemment appliquer les bonnes pratiques pour prévenir les complications de la corticothérapie dans la prise en charge de cette maladie. Je vous remercie de votre attention.